Lorsque Burna Boy a atterri à Ouagadougou, il pensait qu'il était là pour se produire. Juste une nuit, un spectacle. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était d'être mis à l'écart par le dirigeant africain le plus recherché aux yeux de l'Occident, le président Ibrahim Traoré. Pas de caméra, pas de presse. Juste une scène, un homme, et un message qui a frappé comme le tonnerre. Ta musique réveille le monde. Mais pour qui se réveille-t-il? À ce moment-là, Burna a réalisé qu'il ne tenait pas seulement un micro. Il tenait une arme chargée. Et la question qui le hante ou est nouante depuis est la suivante. La grandeur africaine peut-elle survivre à la validation occidentale? Tout a commencé par un murmure sur l'île de Banana. Davido avait invité quelqu'un que personne n'attendait. Pas un artiste, pas un milliardaire, mais un révolutionnaire, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le plus jeune chef d'État du continent, et l'homme que les puissances occidentales qualifient de dangereux. Pas de presse, pas de protocole. Juste une réunion discrète, derrière des rideaux occultants et des portes verrouillées. Burna en a entendu parler 2 jours plus tard. Un ami de l'équipe de Davido a divulgué la nouvelle, Bro Traoré était venu à Lagos. L'homme citait Sankara et chantait des chansons comme si c'était un texte sacré. Au début, Burna a ri. Les coups politiques ne l'impressionnaient pas. Il avait vu trop de dirigeants danser devant les caméras, puis disparaître au moment opportun. Mais ensuite, un clip a fait surface. Des images tremblantes, captées par un téléphone en mode silencieux. La voix de Traoré était claire, contrôlée, inébranlable. Tu as la foule maintenant. Donne-leur une cause. La façon dont il parlait à Davido n'était pas celle d'un fan d'artiste. C'était de guerrier à guerrier. Burna l'a regardé 2 fois. Puis encore. Et encore. Il ne savait pas ce qui le secouait le plus, le feu dans la voix de Traoré ou le regard sur le visage de Davido, comme un homme entendant la vérité pour la première fois. Au matin, le clip avait disparu. Supprimé d'Internet. Burna a cherché partout, blog, forum, groupe Telegram. Rien. C'est à ce moment-là que l'appel est arrivé. Numéro privé. Accent inconnu. Une seule phrase. Le président Traoré lance son invitation. Ouagadougou. Pas de caméra, pas de bruit. Juste toi et la vérité. Burna n'a pas répondu tout de suite. Il regarda l'affiche de sa prochaine tournée, pleine de lumières clignotantes et de drapeaux européens. Puis il regarda une image fixe de Traoré et Davido, enfermés dans le silence. Et il s'est posé une question qu'il n'avait pas posée depuis des années. Et si la vraie scène n'était pas celle sur laquelle tu te produis, mais celle que tu as évitée depuis le début? L'avion a atterri juste après le crépuscule. L'air de Ouagadougou était épais de poussière et de détermination. Il n'y avait pas de tapis rouge, pas de caméra, pas de fans en délire. Juste 2 SUV noirs, une route poussiéreuse et un homme qui attendait avec une pancarte faite à la main, Burna. Pas de logo, pas d'entourage. Ce n'était pas un arrêt de tournée. C'était autre chose. 2 jours plus tôt, Burna avait accepté l'invitation par un simple message vocal. Je viendrai, mais pas de politique. Juste de la musique. La réponse de l'équipe de Traoré fut simple. Il n'y a pas de musique sans politique, mon frère. Pas en Afrique. Alors que les voitures roulaient dans des rues étroites en direction du centre-ville, Burna regardait par la fenêtre. Il n'y avait pas d'affiches géantes, pas de panneaux publicitaires. Juste des peintures murales de Thomas Sankara, des slogans manuscrits sur les murs, le peuple d'abord, le patriote meurt debout. Un garçon salua le convoi, tenant un micro en bois sculpté. Burna ne pouvait pas dire s'il jouait ou s'il l'honorait. Le lieu n'était pas un stade. C'était une cour ouverte derrière une école professionnelle de Koudougou. Le genre d'endroit où des enfants martelaient le cuivre et cousaient des chaussures à la main. Il n'y eut pas de contrôle du son, pas d'écran LED. Juste des haut-parleurs empruntés et 2 micros rouillés. Mais à la tombée de la nuit, des milliers de personnes s'étaient rassemblées. La nouvelle s'était répandue. Les gens se tenaient sur les toits, dans les arbres, tenant des bougies et des lampes de poche comme des lucioles dans l'obscurité. Burna est sorti. Non pas vêtu de chaînes en or ou de bottes de créateur, mais de sandales et d'une tunique noire. Traoré se tenait en retrait, les bras croisés, silencieux. La foule n'a pas applaudi. Ils ont attendu. Il ne s'agissait pas de célébrité. Il ne s'agissait même pas de musique. Il s'agissait de quelque chose de plus ancien, de plus enfoui. Et lorsque Burna a pris le micro, il a compris que cette foule n'était pas venue pour se divertir, mais pour se souvenir. La cour vibrait encore sous la lueur des lampes quand Burna est descendu de scène, la sueur au front. Non pas à cause de la chaleur, mais à cause de quelque chose de plus profond. La foule n'avait pas crié son nom, ni jeté de téléphone en l'air. Ils avaient écouté. Et quand il chantait en yoruba, certains pleuraient. Non pas parce qu'ils comprenaient les mots, mais parce qu'ils les ressentaient. Traoré l'attendait dans l'ombre, sans soldats, juste du silence. Il s'est approché lentement. Il a applaudi une fois.
Non pour saluer, mais pour reconnaître. Tu n'es pas venu pour jouer, dit-il d'une voix calme et les yeux fixés sur lui. Tu es venu pour te souvenir. Burna ne parlait pas. Traoré lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent un couloir faiblement éclairé par des ampoules vacillantes, jusqu'à une petite pièce tapissée de portraits fissurés de révolutionnaires africains. Sankara. Lumumba. Nkrumah. Sur le mur, une citation gravée en français. Il faut oser inventer l'avenir. Ils ont effacé cela de nos écoles, dit Traoré. De nos radios. De nos chansons. Ils nous ont volé notre fierté, puis nous l'ont revendue, en l'emballant dans des langues étrangères, avec des vêtements étrangers, sous l'approbation étrangère. Il se tourna vers Burna. Tu penses que ton son n'est que de la musique? C'est un souvenir. Et le souvenir est dangereux. Ils craignent un continent qui se souvient de qui il est. Burna jeta un coup d'œil au visage sur le mur. Des hommes morts trop jeunes. Trop bruyamment. Ils nous ont laissé danser au rythme des tambours, poursuivit Traoré. Mais pas aux idées. Ils te laissent chanter la liberté, tant que c'est vague. Mais dis des noms. Dit Sankara dans un couplet. Regarde à quelle vitesse les portes se ferment. Un silence pesa. Puis Traoré ajouta. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, Burna. Elle a besoin qu'on s'en souvienne. Et toi, mon frère, ta voix est l'une des rares qui résonne encore comme chez elle. Burna le sentit alors. Il n'avait pas seulement chanté. Il était revenu. Traoré versa 2 verres de thé à l'hibiscus. La pièce était sombre, à l'exception d'une lanterne suspendue, qui se balançait doucement au plafond. Il ne s'était pas assis comme un président, mais comme un frère. Usé par la guerre, mais aiguisé par le but. Burna se pencha en avant, le souffle encore court. Il ne savait pas s'il ressentait de l'inspiration ou de la culpabilité. La renommée est un cheval de Troie, dit-il en posant la tasse sans boire. On l'introduit dans ta vie avec des sourires, des caméras, des contrats. Mais à l'intérieur, se cache le contrôle. Burna le regarda, silencieux. Tu n'es pas loué pour ton pouvoir, Burna, dit Traoré. On te félicite pour ton obéissance. Pour avoir rendu la douleur acceptable. Pour avoir rendu la rébellion commercialisable. Ils ne craignent pas ton feu. Ils l'emballent, le soignent, le vendent. Il désigna les affiches punaisées au mur, festivals occidentaux, dates de tournées européennes, couvertures de magazines sur papier glacé. Ils te font voyager en première classe, t'installent au premier rang à leur table, et appellent ça du progrès. Mais essaie. Essaie simplement de dire le nom de Sankara sur scène. Ou de parler du Niger. Ou des soldats qui gardent l'or pour la France pendant que leur propre peuple meurt de faim. Et tu verras à quelle vitesse le projecteur s'éteint. Burna bougea sur son siège. Il connaissait ce froid. Ce moment dans une interview où une question sur l'Afrique devenait un silence gêné, un montage rapide. Ils nous décorent de prix quand on fait écho à leur version de la lutte, dit Traoré. Mais jamais quand on affirme notre propre vision de la liberté. Leurs applaudissements sont une laisse, pas une couronne. Burna baissa les yeux sur son téléphone. Une notification clignotait, une invitation à un gala d'une marque de luxe à Paris. Il l'éteignit. Traoré se pencha plus près. Le monde n'a pas besoin d'une autre star. Il a besoin d'un signal. Seras-tu l'un d'eux? Et dans cette pièce, la célébrité semblait soudain être un poids que Burna n'avait jamais accepté de porter. Traoré se redressa, les ombres s'épaississant autour de lui, comme si le poids de l'histoire se tenait dans les murs. Sa voix était ferme, mais une tempête silencieuse grondait sous les mots. Tu crois qu'ils te célèbrent pour ton activisme? Demanda-t-il, le regard fixé dans celui de Burna. Ils ne le font pas. Ils célèbrent l'illusion. Le spectacle. Les hashtags. Le côté cool. Tant que ton activisme reste emballé dans un ruban, tant qu'il ne dérange pas leur paix ou leur confort. Burna sentit le froid de la vérité s'insinuer en lui. Il avait chanté les luttes, la survie, mais toujours à travers le prisme de la célébrité. Jamais au-delà de la surface. Regarde Fela, poursuivit Traoré. Il chantait la vérité. Cru. Sans filtre. Il dansait sur sa musique dans les clubs, admirait son style. Mais dès qu'il parlait de révolution, dès qu'il dénonçait l'injustice, il le faisait taire. Il marqua une pause. Sankara. Ils ont applaudi son combat pour l'Afrique jusqu'au moment où ils ont compris qu'il ne céderait pas à l'Occident. Alors ils l'ont tué. Pas parce qu'il avait échoué. Parce qu'il avait réussi à réveiller les gens. Burna en eut le souffle coupé. Il connaissait les noms. Il connaissait les histoires. Mais les entendre ainsi, à travers la voix d'un homme qui avait vu, vécu, résisté, c'était différent. Lumumba aussi, dit doucement Traoré. Un homme qui croyait au rêve africain. Ils l'ont traité de traître. Mais ce qu'il craignait vraiment, c'était son courage. Sa capacité à se lever contre les chaînes du colonialisme. Ils l'ont tué, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il disait la vérité. Un silence lourd remplit la pièce.
Ils te célébreront, dit enfin Traoré. Jusqu'à ce que ta vérité leur coûte leur confort. Alors, tu deviendras une menace. Et à cet instant, Burna comprit, dire la vérité n'était pas un chemin vers la gloire. C'était un chemin vers la guerre. La lanterne vacilla. Les ombres dansaient sur les murs fissurés. Traoré marchait lentement. Non pas par agitation, mais par conviction. Burna l'observait. Ce n'était pas un politicien qui parlait. C'était un homme qui avait choisi le danger plutôt que le silence. Ta voix atteint des recoins que je ne pourrai jamais atteindre, dit Traoré. Tes paroles entrent dans les foyers où aucune révolution n'ira jamais. Alors ne gaspille pas ce don dans les applaudissements. Chante pour la révolution. Pas pour la réaction. Burna leva les yeux, incertain. Mais les gens veulent du rythme, de l'évasion. Traoré répondit, sans brutalité mais avec urgence. Ils veulent s'évader parce qu'ils ont oublié qu'ils méritent mieux. Et ton travail, Burna, ce n'est pas de les endormir. C'est de les réveiller. Il s'approcha de la fenêtre et écarta le rideau. Dehors, des enfants couraient pieds nus dans la poussière rouge, riant le ventre vide. Tu les vois ? Demanda-t-il. Ils connaissent tes chansons. Ils dansent sur « Ouais » pour tout le monde. Mais ils n'ont pas besoin de célébration. Ils ont besoin de justification. Traoré se retourna vers lui, les yeux flamboyants. Tu n'es pas seulement un géant d'Afrique. Tu en es l'écho. Rends l'écho de la vérité. Pas celle qu'on vend dans les charts, mais celle enfouie sous notre terre, notre silence, notre histoire volée. Burna le sentit dans sa poitrine, le serment, la prise de conscience, la responsabilité. Fais de ta musique une arme, dit Traoré, pas une performance. Que tes paroles portent le poids des ancêtres. Que tes refrains te rappellent le monde que nous n'avons jamais conquis. Nous fûmes interrompus. Un long silence s'installa entre eux. Puis Traoré ajouta une dernière phrase, presque un murmure. Et quand vous remonterez sur scène, ne demandez pas leurs applaudissements. Exigez leur inconfort. Burna ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car pour la première fois de sa vie, il ne pensait pas au palmarès. Il pensait aux cris de guerre. Burna ne monta pas à bord du jet au moment prévu. L'équipage attendit. Son équipe l'appela, mais il répondit simplement. Pas encore. Il n'en avait pas fini. Pas avec ce qu'il avait vu. Pas avec ce qu'il avait ressenti. Il dit à Traoré qu'il voulait rester. Non pas comme invité, mais comme étudiant. Pas d'hôtel, pas de garde, juste la terre et les gens, ceux dont ses paroles touchaient la vie de loin, mais dont il n'avait jamais vraiment côtoyé la douleur. Ils partirent donc vers le sud, vers Gawa. Là, il se tenait au bord d'une mine à ciel ouvert, observant des garçons pas plus âgés que son neveu creuser la terre à main nue, à la recherche d'or qu'il ne porterait jamais. Il rencontra des filles à Boba Dioulasso qui chantaient ses refrains mais étudiaient sous des toits qui fuyaient sous la pluie. Il s'asseyait avec des aînés dans des cours poussiéreuses, partageant millets et histoires. Certains ne le connaissaient pas, mais ressentaient son énergie. Ils entendaient le tambour dans sa voix, et Burna écoutait plus qu'il ne parlait. Une nuit, dans un village sous un ciel étoilé, un vieux griot interpréta une chanson sur une kora. La mélodie parlait de rois qui oubliaient leur peuple, de héros transformés en mythes, d'une patrie trahie mais pas brisée. Burna resta immobile, hanté. Chaque parole était un miroir. Chaque note, une blessure. À la fin de la chanson, il s'éloigna de la lumière du feu, sortit un papier froissé de sa poche et se mit à écrire. Ni mesure, ni tube, juste des vérités déchiquetées, brutes, inégales. Il pensa au tapis rouge, au contrat de marque, aux applaudissements occidentaux déguisés en chaînes. Et sous ce ciel africain, pieds nus et incertain, il murmura ce qu'il n'avait jamais admis auparavant. Peut-être étais-je devenu leur rebelle préféré, parce que j'avais cessé de m'appartenir. La cour de Kudugu n'était pas prête pour l'histoire, mais elle la contenait quand même. Aucune affiche n'était alignée sur les murs, aucun écran LED ne clignotait, juste des rangées de bancs en bois usés à ciel ouvert, et un tabouret rouillé où un homme était censé s'asseoir. La nouvelle s'était répandue par murmures, pas par les gros titres. Personne n'y croyait. Mais lorsque Burna Boy entra dans la lumière, vêtu d'une simple chemise en coton, sans chaîne, sans entourage, les halètements ne furent pas d'excitation. Ils furent d'incrédulité. Les enfants se figèrent. Une enseignante laissa tomber sa craie. Quelques anciens se signèrent. Personne n'avait d'appareil photo prêt, juste leur souffle. Burna ne dit pas grand-chose. Il fit un signe de tête au joueur de kora solitaire à côté de lui. Un garçon d'accent grave peine 17 ans, pieds nus, les yeux écarquillés par la détermination. Les cordes de l'instrument tremblèrent tandis que Burna commençait à chanter. Pas Gabona, pas dernier, quelque chose de différent, quelque chose que personne n'avait entendu. Il avait déjà entendu parler de lui. Il chantait en mossi brisé, en pigeon, en yoruba, dépouillé de son rythme et imprégné de chagrin. Il chantait les frontières qui traversaient les tribus, les mères enterrant leurs fils près des pipelines,
les danseurs payaient en silence tandis que les soldats mouraient sans nom. Sa voix se brisa, non pas à cause de l'effort, mais à cause du souvenir. Personne n'applaudit, non pas parce que ce n'était pas beau, mais parce que c'était sacré. Même les oiseaux se turent. À la fin, les enfants étaient assis en tailleur, les yeux écarquillés. Une femme au premier rang s'essuya la joue. Le vieux griot du village d'avant-veille se tenait au fond, hochant lentement la tête. Puis quelqu'un chuchota, juste assez fort pour que quelques personnes l'entendent. Il n'était pas venu pour jouer. Il était venu pour revenir. Et dans cette course en lumière, le garçon de Burnat réalisa que c'était le moment le plus bruyant de sa vie. L'appel arriva à minuit 03 pile. Pas de civilité, juste des coordonnées, une heure et un nom. Les archives. Le chef de cabinet de Traoré ne donna pas de détails. Il ne le fallait pas. Burnat était déjà bien réveillé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la représentation dans la cour de Kudugu. Mais le feu intérieur de Burnat ne s'était pas éteint. Il s'était intensifié. Il ne s'agissait plus de classement. Il s'agissait de ce qui avait précédé le silence. Les archives étaient enfouies dans les murs d'un institut culturel français en déclin, dans le centre de l'IA. Le jour, il servait de bibliothèque pour la littérature coloniale et le patrimoine africain. La nuit, sa chambre forte au sous-sol contenait ce que les diplomates occidentaux jugeaient trop sensible pour le public. Des images granuleuses des discours improvisés de Sankara, des paroles manuscrites de combattants révolutionnaires, des chansons interdites d'artistes disparus. La mission était silencieuse. Pas d'armes, juste Burnat, un historien rebelle, et 3 travailleurs culturels qui connaissaient chaque recoin du bâtiment. Lors d'une panne de courant programmée dont personne n'a revendiqué la responsabilité, les portes furent ouvertes. Pas d'alarme, pas de conflit, seulement du respect. Ils ne volèrent pas, ils récupérèrent, vérité par vérité, cassette par cassette. L'histoire enterrée, non pas à l'appel, mais à la politique. À l'aube, les documents étaient numérisés, copiés et transférés au-delà des frontières, cachés dans des disques durs rangés dans des églises, des écoles et des lieux de garde. Aucun titre ne suivit, aucun tweet de Burnat, aucun communiqué de presse du Burkina Faso, juste une vague discrète de malaise. L'ambassadeur de France déposa une plainte officielle. Burnat, lui, ne dit mot. Il modifia simplement sa bio Instagram en une seule ligne. Nous ne créons pas l'avenir. Restaurons ce qu'ils ont tenté d'effacer. Et à travers le continent, une question commença à se former, non pas dans les salles de rédaction, mais dans les murmures. Que prévoit-il ensuite? Le bâtiment n'avait ni nom, ni logo, juste une porte rouillée et le son de vieux tambours bourdonnant à travers les murs. Aucun politicien n'avait coupé de ruban, aucun influenceur n'en avait parlé. Mais à l'intérieur, quelque chose de sacré vivait. Près de l'université de Ouagadougou, le musée qui ne devrait pas exister ouvrit discrètement ses portes. Il n'y eut ni visite guidée, ni brochure sur papier glacé, juste des ombres, du bruit et le poids du souvenir. La voix de Sankara résonna dans des haut-parleurs vieillissants. Sans filtre, urgente, toujours électrique. Des vinyles de groupe tournaient sur des platines défoncées. Des images granuleuses clignotaient sur des murs de ciment fissurés. Des soldats riaient, des femmes défilaient, des enfants brandissaient des fusils en bois, comme si la liberté pouvait être répétée. Dans un coin, un seul écran diffusait en boucle un court-métrage, muet, en noir et blanc. Brûlé, un garçon marchant pieds nus avec des enfants du village. Pas de scène, pas de lumière, juste des pas sur la terre rouge et l'écho des rires. Une simple vérité en mouvement. Il n'était pas là pour être vu. Il était là pour voir. Aucune annonce n'a jamais été faite. Burnat n'a rien publié à ce sujet. Il n'a accordé aucune interview. Mais l'information s'est répandue, non par le biais d'influenceurs, mais par des murmures. Des étudiants sont venus, des historiens sont venus, des vendeurs ambulants sont venus, certains sont repartis en pleurs, d'autres en flammes. Un après-midi, un groupe d'étudiants ghanéens se tenait au milieu de la salle, les yeux rivés sur le visage de Sankara, figé sur l'écran. L'un d'eux s'est penché et a murmuré. Ils ont essayé d'enterrer ça, mais le rythme ne meurt jamais. Et dehors, au-delà des murs, à travers le Sahel, quelque chose surgissait. Ni une manifestation, ni un concert. Un souvenir à nouveau vivant, transmis de voix en voix, de tambour en tambour. Et une question flottait désormais dans l'air, muette, mais pesante dans chaque conversation. Burna Boy était-il simplement devenu plus dangereux hors scène qu'il ne l'avait jamais été sur scène? La musique ne s'était jamais arrêtée. Elle avait seulement été rechargée. Si cette histoire vous a donné des frissons, vous a fait réfléchir ou vous a rappelé le pouvoir de la vérité, ne vous contentez pas de la regarder. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Laissez un commentaire ci-dessous. Que signifie « révolution par la musique » pour vous? Dites-moi de quel pays vous écoutez. Montrons au monde jusqu'où ce rythme voyage.